Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Softy Club. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est guérir son enfant intérieur. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai une invitée, Marie, du compte Instagram Guérir son enfant intérieur, qui a aussi sorti son livre, Mon Shadow Light Journal, que vous pouvez retrouver dans tous les points de vente habituels, qui parle justement de comment guérir son enfant intérieur, qui vous donne des conseils, des exercices, etc. Donc je vous invite à checker ça. Je vous laisse avec l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. On va commencer par le début, parce que je pars du principe que les personnes qui écoutent peut-être ne savent même pas, n'ont jamais entendu le terme guérir son enfant intérieur. Donc du coup, est-ce que tu peux commencer directement par expliquer un peu qu'est-ce que guérir son enfant intérieur ? Alors, pour moi, l'enfant intérieur, déjà, pour commencer, c'est une partie de soi-même qui représente l'ego. Donc, pourquoi on parle d'enfant intérieur? Parce que c'est plus facile pour s'imager l'ego. L'ego est créé dans notre enfance. Autour des 7-8 ans, on commence à développer notre ego, en fait, parce on commence à avoir des peurs, des croyances qui s'ancrent en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur, pour un peu mieux comprendre nos réactions, notre ego finalement, pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça, pourquoi on a des souffrances, pourquoi on réagit de telle manière. Et donc l'enfant intérieur vient mettre en valeur et en image cet ego finalement pour un peu se reconnecter à cet enfant qui a été blessé. Toi, quand tu parles d'ego, c'est vraiment cette conscience de soi vers 7-8 ans, quand on a conscience de ce qu'on nous fait ou de comment on réagit, ou qu'est-ce que tu... C'est ça. En fait, à partir de 7-8 ans, il y a un peu Enfin, à la naissance jusqu'aux 7 ans, à peu près, 7-8 ans, l'enfant est vraiment pur par nature. Il est juste amour et il n'a pas cette vision de la société ou du monde ou quoi que ce soit. Il vit que au travers de l'amour, de son chakra d'amour, de l'innocence, de la spontanéité. Et à partir de 7-8 ans, il y a un peu cette part naturelle d'innocence qui s'en va et qui laisse place à une conscience un peu plus mentale. Il prend conscience des choses, des règles qu'on lui impose. Il entre à l'école. Donc, il y a plein de choses qui arrivent et qui font que cette part d'amour et d'innocence sont un petit peu brimées et sont remplacées par le fait de réfléchir, de devoir faire des devoirs, de devoir se laver le soir, ranger la chambre, etc. Et donc, c'est de là que commence à se créer l'ego. Jusqu'à l'adolescence, Okay. tout ça, quoi. Après, l'ego, c'est quelque chose qui potentiellement reste avec nous toute notre vie. Après, j'imagine que certaines personnes font plus de travail que d'autres sur ça, mais il y a des personnes qui sont encore complètement dépendantes, entre guillemets, de leur ego. Exactement. En fait, ce qu'on dit, en fait, c'est que l'enfant intérieur, du coup, dans notre vie d'adulte, dans notre vie de jeune adulte, va vouloir interagir et va prendre le dessus dans certaines situations pour éviter de revivre les événements qui ont été vécus et qui ont été blessants pour cet enfant intérieur. Et donc, va nous faire justement réagir pour justement éviter que toute situation puisse revenir blesser cet enfant intérieur, donc cet ego. Et donc, c'est là où il faut faire un travail sur soi parce que justement, lorsqu'il réagit, ça nous empêche en fait finalement de passer au-delà d'une situation et ça nous laisse bloquer en fait. Donc, c'est intéressant de se concentrer sur cet enfant intérieur pour justement comprendre comment faire pour passer des steps et comment faire pour comprendre des situations. Et voilà, en fait, l'enfant intérieur, il essaie juste de nous protéger. De faire du mieux, ouais. C'est ça, mais en fait, en nous protégeant, ça nous empêche d'avancer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se comprendre un peu mieux à ce niveau-là, quoi. Du coup, quand est-ce que typiquement on sait qu'il faut faire un travail sur son enfant intérieur ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, complètement. Alors, je pense que déjà, toute personne devrait guérir son enfant intérieur ou du moins faire un travail sur soi, introspectif, de qu'est-ce qui nous a blessés dans l'enfance, qu'est-ce qui a créé nos peurs, nos croyances, tout ça. Un exemple, par exemple, dans les interactions sociales, on peut avoir une certaine forme de dépendance à l'autre
ou une peur extrême de jalousie, que l'autre s'en aille et nous laisse aux dépens d'une autre personne. Voilà, c'est ce type de comportement en soi où ça part dans l'extrême à chaque fois, où là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment travailler, entre guillemets. Mais après, c'est chacun à son travail, ses spécificités. Voilà. Donc, c'est... Et toi, par exemple, quand est-ce que tu as compris personnellement que... Ou même comment tu as connu qu'on fait guérir son enfant intérieur? En fait, j'ai toujours été dans une dynamique en soi de développement personnel et de spiritualité parce que c'est mon père qui a connu tout ça et qui m'a transmis tout ça. Donc, il n'y a pas eu de là, il faut vraiment que je travaille sur moi, ça va pas du tout. Parce que j'ai toujours rencontré des magnétiseurs, des guérisseurs ou des choses comme ça. Donc, ça a été toujours quelque chose de naturel en fait pour moi de faire un travail sur moi, comme aller chez le médecin, chez le dentiste. Voilà, c'était complètement normal. Mais j'avais cette problématique en moi de me dire, mais je comprends pas. Et j'en parlais beaucoup à mon père, en fait. Et je lui disais, mais je comprends pas. J'ai cette dualité en moi que je ne comprends pas. C'est-à-dire que d'un côté, je, je veux aller bien. Mais d'un autre côté, par exemple, il y a une partie de moi qui ne va pas du tout bien. Et j'arrive pas à la cerner, cette partie. Et en fait, cette partie, c'était juste tout simplement cet enfant intérieur finalement qui essayait de me retirer et de me dire non non faut pas faire ci, on a peur, faut rester dans de la sécurité, faut pas aller au-delà de la zone de confort par exemple. Et cette notion d'enfant intérieur, franchement, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Je pense que j'ai dû la lire, en entendre parler et c'est resté ancré en moi. Mais alors, la seule fois où je me rappelle en soi d'avoir parlé de cette notion, c'était en atelier de développement personnel. On était tous en cercle et pour terminer cet atelier, il y avait une personne qui devait être tirée au sort pour faire une méditation. J'avais, je pense, à cet âge-là, je devais avoir 20 ans. Et bien évidemment, la personne qui est tirée, c'est moi. Et donc, faire une méditation, ok. Mon père fait des cercles de méditation, etc. Donc, je connais un petit peu. Et en fait, ce qui m'est venu naturellement, c'était de faire une méditation autour de l'enfant intérieur pour se reconnecter à cet enfant intérieur. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une quinzaine de minutes. Mais à la fin de ça, j'ai ouvert les yeux et je voyais certaines personnes en pleurs où ça les a vraiment touchées, percutées. Et je me suis dit, waouh, ok, il y a quelque chose comme ça. Et donc, après, le temps a passé, j'ai fait ma vie de jeune adulte, j'ai profité de la vie. Et c'est post-confinement où cette notion m'est revenue vraiment en pleine tête, mais naturellement, quoi. Enfin, je me suis levée un matin, je me suis dit, OK, il faut travailler sur ça. Et ça s'est fait naturellement. Et ça t'est venu intuitivement, presque, limite Ah, complètement, c'était vraiment un cri du cœur pour le coup. Ouais. Je me suis réveillée, je me suis dit, là, il faut le faire, il faut créer un compte sur ça. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Et c'était comme ça et pas autrement, quoi. Vraiment, je me suis levée un matin, c'était comme ça. C'est comme une envie de se faire un café, quoi. Vraiment. Ouais. Tu l'as senti au fond de toi, quoi. Ouais, clairement. Du coup, je vois que tu parles de spiritualité. Du coup, pour toi, tout le processus de la guérison de l'enfant intérieur, tu le mets plus dans la catégorie de la psychologie ou du spirituel ou un peu des deux? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Alors, je le vois un petit peu des deux parce qu'il y a des psychologues qui en parlent. Donc, je peux pas citer de personne exactement, mais c'est vrai que dans le domaine de la psychologie, on en parle. Mais on en parle aussi dans le domaine de la spiritualité parce qu'on peut s'y reconnecter au travers de moyens comme des méditations, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est une notion qui appartient un peu aux deux domaines, propre après à chaque personne de choisir le domaine où il est plus à l'aise, à savoir soit la psychologie ou la spiritualité, pour faire un travail vraiment avec une personne dans ce domaine-là professionnel, entre guillemets, quoi. Parce que est-ce que les approches, elles sont réellement différentes par rapport à si ce qui nous parle le plus, c'est la psychologie ou si c'est plutôt le spirituel? Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a une petite différence? Après, le but est le même puisque c'est guérir son enfant intérieur.
Et c'est ce qui compte vraiment finalement. Exactement. Mais, est-ce qu'il y a tu sens qu'il y a des différences dans les types d'approches? Alors, j'ai jamais découvert l'enfant intérieur personnellement au travers de la psychologie. J'ai jamais fait de travail, par exemple, avec un psychologue pour ça. Après, de mon avis, je pense que c'est assez similaire parce qu'en soi, c'est poser des questions en soi à la personne pour lui permettre de un peu retravailler sur son enfance, etc. Donc, le domaine de la psychologie va plus, lui, toucher à ce qui est de la santé mentale. Donc, ça va être un petit peu mieux. Par exemple, s'il y a vraiment des grosses problématiques de type gérer des anxiétés, des angoisses, vraiment des choses qui appartiennent à la santé mentale, quoi. Alors que le domaine de la spiritualité, ça va être plus au niveau énergétique, bien qu'il y ait de l'échange, etc. Après, je ne connais pas toutes les pratiques de chaque personne. Mais voilà, et je pense que les deux complètement s'accordent, quoi, et se complètent, en sachant que je trouve que la psychologie est clairement à ne pas laisser de côté. Et tout ce qui est question santé mentale, c'est très important d'aller voir les bonnes personnes en fonction de nos problématiques qui touchent à un domaine plutôt qu'à un autre, etc., quoi. Donc, oui, voilà. finalement, même les deux, si on peut faire un peu des deux, Exactement, ouais. C'est parfait. Ouais. Et du coup, pour entrer un peu plus spécifiquement vraiment sur le thème, pourquoi est-ce que dans l'enfance, on a tendance à, entre guillemets, malheureusement, accumuler tant de traumatismes? Pourquoi tant de choses nous marquent à ce point quand on est enfant? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que tout part de là, étant donné qu'on est... C'est comme une feuille blanche que l'on est. Et vu que c'est au tout début de cette feuille blanche, ben, y a des choses qui viennent entacher cette feuille. Des petits gribouillis, des petites peurs, des petites croyances, des petits événements qui vont nous marquer et qui vont nous marquer à vie. Donc ça dépend de chaque personne, hein. Chaque personne a vécu des choses plus ou moins difficiles. Des histoires différentes, ouais. Exactement. Mais pour autant, tout le monde a une feuille plus ou moins gribouillée avec des couleurs de la noirceur du gris, voilà. Je pense que c'est obligatoire. Je pense pas qu'on vienne sur Terre. Après, ça dépend des croyances de chacun, mais je pense pas qu'on vienne sur Terre non plus pour juste être là, mettre au boulot, dodo, etc. Donc, quelque part, on a choisi aussi de vivre des choses plus ou moins difficiles ou du moins de faire un travail sur soi. Donc, malheureusement, ça doit passer par des choses compliquées et des blessures et qui nous amènent à faire un travail de compréhension, d'amour de soi, de confiance en soi. Voilà, donc je sais pas pourquoi exactement on est obligé de vivre des traumatismes, mais en tout cas, le message principal, c'est qu'on a tous quelque chose à apprendre et à développer, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est l'étape de l'enfance, quoi. Et en plus, il y a tout ce concept que moi, j'ai souvent lu de l'enfant éponge émotionnelle. Oui. Donc, c'est un peu ce que tu dis, ce truc d'être très innocent finalement. Et chaque petit gribouillis sur la feuille, forcément, affecte beaucoup puisque c'est les premiers. Et donc, on ne sait pas forcément gérer. C'est forcément... c'est forcément plus marquant finalement peut-être que quand on est adulte et qu'on a déjà dû gérer certaines situations. Et puis ça dépend aussi si on a fait un travail de guérison ou pas avant pour arriver à gérer un peu mieux les petits couacs de la vie. C'est ça. Mais ouais, effectivement. Et du coup, pour toi, c'est quoi le bénéfice vraiment d'aller chercher vraiment cet enfant intérieur pour essayer de le comprendre, plutôt que juste traiter les symptômes qui apparaissent chez l'adulte. Par exemple, je suis angoissée, pourquoi c'est intéressant d'aller chercher peut-être dans mon enfance si quelque chose, pourquoi, quels sont les bénéfices en fait d'aller chercher entre guillemets aussi loin, alors qu'on pourrait juste peut-être mettre un petit pansement sur l'angoisse et c'est parti, quoi. Et ben, tout simplement parce que c'est la source, l'enfance. C'est le point principal, c'est le départ de qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui à devoir traiter des angoisses. C'est le point de départ et
Et du coup, c'est essentiel d'aller voir qu'est-ce qui a commencé à déclencher ça. Donc, c'est pour ça qu'on se réfère toujours à l'enfance, que ce soit dans chaque domaine de la psychologie ou même de la spiritualité. C'est toujours le point de départ, en fait, qu'on va aller chercher, comme par exemple pour une maladie physique. Où est-ce que ça a commencé, quoi? Où est-ce que les cellules ont commencé à aller mal et il faut vraiment aller à la source de ce problème, quoi. Donc c'est pour ça que Pour que la guérison soit plus profonde, quelque part. Exactement. Pour que ce soit... En fait, ça revient en fait à aller dans la question des schémas répétitifs. Pourquoi il y a tout le temps des schémas répétitifs? Tout simplement parce que la vie, l'univers, qui que vous voulez, nous impose de comprendre quelque chose. Et tant qu'on n'aura pas compris nos réactions, qu'est-ce qui entraîne ce schéma répétitif tout le temps, parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça, tout simplement. Et c'est là où c'est important d'aller à l'origine de cette problématique et qui nous amène à faire des schémas répétitifs. Donc, c'est toujours cette idée d'aller vraiment à l'origine pour que ça ne se répète plus et que ça soit terminé, compris, ancré en nous, accepté, pardonné. Voilà, c'est comprendre les bases des choses, quoi. Oui, pour briser le cycle et pouvoir en créer un nouveau plus positif ou c'est ça. Et avec un peu plus de conscience, j'imagine aussi. C'est ça, conscientiser finalement notre feuille qui était blanche initialement et conscientiser les gribouillis à droite, à gauche, les petits dessins mal faits, entre guillemets, et venir gommer tout ça avec, bien évidemment, amour, bienveillance, et un peu retrouver cette feuille blanche finalement au fur et à mesure de notre travail introspectif sur soi-même, quoi. Est-ce que tu considères que c'est par ce cheminement-là qu'on devient vraiment nous-mêmes, plus authentique, plus libre finalement de qui on est, de ce qu'on choisit de faire? Alors oui, complètement. Ça nous permet de nous libérer de cette part en nous qui nous empêche d'avancer. Ça nous libère aussi de nos schémas inconscients. Après, il n'y a pas que l'enfant intérieur, hein, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est se libérer de cette part de nous, de dualité, de peur, de croyance et de manque aussi parfois. Donc ça nous permet de juste prendre notre responsabilité et agir en tant que moi, adulte, et non pas moi guidée par cet enfant intérieur blessé. Et qui du coup a des réponses peut-être comme tu as dit juste avant extrêmes ou qui sont en fait extrêmement douloureuses pour la personne qui les vit, et ouais, ça permet de réguler un peu ses émotions aussi et sa manière dont on réagit aux choses. Mais du coup, dans les faits, on veut se reconnecter à son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Par où on commence? On peut commencer par 1000 façons. Ça aussi, c'est propre à chacun, hein. Chaque personne a sa sensibilité bien particulière. Donc, il y a plusieurs types de choses. Ça peut être par l'écriture, par le fait de se parler à soi-même, par le fait de faire du dessin, quelque chose de manuel, de créatif, écouter de la musique, des musiques qu'on aimait enfant, regarder des photos de nous petits, etc. Enfin, finalement, c'est quoi que l'on fasse, c'est émettre l'intention de vouloir se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que quand on fait une méditation, il y a cette idée de se dire, bon, là, je me reconnecte à mon enfant intérieur. Je prends, quoi que je fasse, je prends la décision de me dire, là, je souhaite me reconnecter à mon enfant intérieur. Donc après, c'est propre à chaque sensibilité de la personne. De chacun. C'est ça. Mais du coup, d'abord, il y a vraiment une intention quelque part de se dire, OK, là, je fais cette activité dans le but de me reconnecter à mon enfant intérieur, à une partie de moi finalement. C'est ça. Et rester quelque part, j'imagine, curieux du type d'émotions qui reviennent ou du type de... C'est ça? C'est ça. Moi, ce que je préfère et ce que je conseille, c'est toujours de faire de la visualisation. Qu'est-ce que c'est? Alors ça peut être les yeux ouverts ou les yeux fermés.
Ça dépend de la facilité de chacun. Et c'est de se dire, bon, ben là, concrètement, mon enfant intérieur, comment je le vois? Qu'est-ce qui me vient en termes d'image ou alors en termes de mots, en termes d'émotions? Qu'est-ce qui me vient là? Comment je le sens? Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Et ça, c'est cet exercice de prendre conscience de notre part en nous, de cet enfant intérieur, ça peut se faire pratiquement tous les jours. Du moment qu'on a une réaction ou quelque chose comme ça et qu'on se dit, oula, ça, c'est pas normal. Ça vient pas de moi, de ma conscience, de là, maintenant, exactement. Là, ça vient de quelque chose de moi à l'intérieur qui est blessé. Et dès lors de ce moment-là, se dire, OK, donc là, c'est mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et c'est tous ces petits questionnements qui vont faire que plus on va prendre conscience de notre enfant intérieur et au mieux on pourra l'aider à gérer ses émotions et à lui dire ne t'inquiète pas, je suis là, on gère ensemble et ça va aller. Donc moi, c'est un peu le travail que j'ai fait. D'autres personnes aiment bien se reconnecter à l'enfant intérieur plus naturellement, plus doucement, en douceur, etc. Et vraiment reconnecter avec cette énergie qui est présente pour vraiment conscientiser le fait qu'elle est là, qu'il est là, qu'il est en nous, etc. Moi, dans mon esprit, j'ai toujours su qu'il était là. Mais c'est vrai que ça peut aider, voilà, de faire ces deux façons-là pour s'y reconnecter, pour prendre conscience qu'il est là. Et ensuite, faire ce petit exercice de, dès que quelque chose ne va pas ou nous arrive, se dire, là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire et qu'est-ce qu'il veut me dire, quoi. Donc toi, est-ce que tu es d'accord avec un peu cette notion qu'on lit beaucoup associée à guérir son enfant intérieur, de rééduquer quelque part son enfant intérieur, comme si c'était la toi adulte qui travaille main dans la main avec la toi enfant? Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette notion de l'adulte, de la toi adulte qui quelque part donne du réconfort et éduque l'enfant que tu étais? Alors, pardon, je suis d'accord avec le moi adulte et le moi enfant. Euh, Après, le mot rééducation me gêne un petit peu parce que finalement, c'est pas juste de la rééducation, c'est prendre conscience surtout de cet enfant intérieur et lui donner l'attention qu'il a peut-être pas eu assez, lui redonner la légitimité, lui redonner de l'amour, de la confiance, une forme de stabilité quelque part et le mettre dans une bulle de sécurité, de bienveillance, d'amour. Donc, c'est pas vraiment de la rééducation, c'est plutôt lui redonner la main et lui faire prendre conscience qu'il n'est pas seul et que c'est nous qui pouvons gérer et qu'il n'a pas à intervenir comme ça parce qu'il est en sécurité et on gère avec lui, quoi. Donc, c'est plutôt lui dire on fait équipe. Accompagner finalement. Accompagner, ouais, exactement. Le soutenir, accompagner. Et du coup, tu as déjà un peu parlé de ça, mais quel type d'émotion on peut essayer de guérir avec un travail sur son enfant intérieur? Alors, c'est toutes les émotions qu'on va dire dites négatives et qui nous apportent de la douleur. Colère, tristesse, la peur, la honte, toutes ces émotions finalement qui viennent juste nous apporter un message que quelque chose à l'intérieur de nous ne va pas. Et donc, on dit qu'elles sont négatives, mais au contraire, elles sont super positives hein, finalement, vu qu'elles nous signalent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du moment qu'il y a une émotion dite négative, c'est là où il y a un travail à faire. Et c'est là où il y a quelque chose à aller creuser et aller justement chercher le point d'origine. Si une personne elle vient de me passer devant à la queue du supermarché et que ça me met mais énormément en colère parce que je déteste l'injustice, c'est pas que ça vient juste de cette personne qui nous a doublés, c'est que là il y a quelque chose vraiment au fond de nous qui a horreur de ça et donc c'est hyper intéressant d'aller justement gratouiller pour conscientiser et comprendre quoi, pour que ça ne se répète plus à l'avenir ou que à l'avenir, si cette colère revient avec cette injustice, on soit là, ah non, 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 mais ça c'est ok, c'est juste parce que ça réveille quelque chose en moi qui m'a blessée et ça va. Donc du coup, l'émotion dite négative
peut s'apaiser finalement, vu qu'on a compris et conscientisé pourquoi on réagissait de cette manière. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire ce travail, est-ce que tu as des exemples un peu, parce que tu as dit vraiment venir se poser des questions, etc., mais des exemples de questions qui te viennent pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas forcément même le milieu de la psychologie ou de la spiritualité, qui ne sait pas du tout par où commencer? Quel type de questions on peut commencer à se poser, par exemple, dans la situation que tu viens d'expliquer, où on sent qu'on a une émotion qui revient souvent dans notre vie, qui n'est pas très agréable, du coup? C'est quoi vraiment les premières questions que quelqu'un qui veut commencer peut se poser? Tout simplement le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je réagis comme ça? Et donc, de fil en aiguille, un pourquoi, jusqu'à trouver l'origine. Et souvent, personnellement, quand je me fais cet exercice de me dire pourquoi ci, pourquoi ça, et dès que j'arrive à la fin de la finalité du pourquoi et que je trouve la réponse, donc la source vraiment, il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion, il y a le corps qui travaille, il y a le corps vraiment qui parle. Donc ça peut être un mal de ventre ou comme tout simplement des pleurs et un relâchement. Donc il y a quelque chose d'assez intense finalement, une fois que tu as trouvé un peu la source finalement. Oui, le premier... C'est ça. Et c'est assez intéressant de faire ça. Ouais. Donc le pourquoi est un bon début. Oui, parce qu'en fait, le pourquoi amène à creuser de plus en plus. Pourquoi ça? Et ensuite, pourquoi... C'est ça. Après, bien sûr, sans partir dans le... Enfin, je veux dire, parfois, on peut aussi ne pas trouver par soi-même certaines réponses à nos questions parce que justement, il y a l'ego qui vient donner des réponses et il n'y a pas la connexion au cœur qui revient. Donc, si aussi on bloque sur certaines questions, sur ses réactions, etc., c'est là où l'intervention d'un professionnel peut venir nous aider à faire ce travail sur soi, quoi. Maintenant, on peut parler un peu de toi spécifiquement. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce processus de guérison? Du coup, ce qui a été le plus difficile pour moi dans ce processus de guérison, ça a été vraiment de libérer mon enfant intérieur, tout simplement, parce que c'était une notion à laquelle j'étais hyper attachée finalement et où je me suis créée quelque part une identité, quoi. Je me référais vraiment à mon enfance. C'était quelque chose pour moi d'identitaire, concrètement, d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre. Pour moi, c'était un peu quelque chose qui me différenciait quelque part. Maintenant, avec du recul, je me dis, enfin, voilà, donc j'ai fait ce travail-là avec une énergéticienne, magnétiseuse, peu importe le terme, parce qu'il n'y a vraiment pas de terme défini. Mais c'est vraiment elle qui m'a dit et qui m'a appris finalement cette notion de maintenant, il faut que tu t'en détaches de cet enfant intérieur. Et alors là, oulala, j'étais là, non, non. Qui était attachée. Non, je l'aime, mon enfant. Ouais, complètement. J'étais attachée à cette petite fille pleine de souffrance, finalement. Et quelque part, c'était mon enfant, quoi. C'était vraiment mon enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose de maternel, paternel, pour si c'est un homme. Il y avait quelque chose de ce niveau-là. Et donc, ça a été le plus difficile de vraiment la laisser partir parce que c'est important aussi de se libérer de ce passé qui nous retient, quoi, tout simplement. Donc ça a été une étape difficile. Parce qu'en plus, parfois, c'est vrai que même sans nous en rendre compte, on va être attaché par des choses qui se sont passées, même si elles sont pas forcément positives. On a l'impression qu'elles font partie de nous, qu'elles font partie intégrante de qui on est. Et du coup, vu que tu es en train de parler du fait de relâcher son enfant intérieur, ça peut être intéressant de rebondir sur... donc, une fois que tu as fait un peu le travail sur toi et sur ton enfant intérieur, où tu t'es vraiment reconnecté, où tu as été accompagné, où tu as guéri, où tu sens que maintenant, dans ton quotidien, tu as un peu plus, entre guillemets, la main, je vais dire, sur la manière dont tu réagis, etc.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue du coup à garder un petit peu cet enfant intérieur ou est-ce qu'au contraire, c'est important de laisser partir cette phase de notre vie et pour pouvoir rester plus ancré dans le présent et dans l'adulte qu'on est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est intéressant une fois qu'on a fait ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, comme tu dis, d'être ancré dans le présent parce qu'il n'y a plus rien qui nous retient vers le passé ou ni même vers le futur. Il y a plus de peur, bien qu'il y en ait, hein, forcément, ça revient toujours un petit peu, mais c'est moins dense que ça pouvait l'être avant. Il y a plus de conscientisation et de prise de distance, pardon, par rapport à ce qui peut nous arriver. Donc vraiment, finalement, tu penses que c'est bénéfique après, au bout d'un moment de... Bien évidemment, c'est vraiment bénéfique. Et en fait, ce qui laisse place, c'est tout simplement à la feuille blanche. Ça va vraiment être le fil rouge de ce podcast, finalement. Mais qu'est-ce qui nous reste de cet enfant intérieur? C'est tout simplement notre innocence, notre spontanéité, notre joie de vivre et notre goût au présent et à ce qui nous arrive là, maintenant. Parce que de 0 à 7 ans, ce qui nous fait vibrer, c'est juste ce qui nous arrive là, à l'instant T. Et quelque part, ça a un peu reconnecté avec cette part-là de nous qui n'était pas brimée par cet ego, par les blessures, par les peurs, les croyances. Et c'est revenir à un état originel, quelque part, avec notre vision d'adulte. Donc, c'est plus de responsabilité, plus de sécurité, mais par soi-même, de confiance en soi, d'amour de soi et de libération. Concrètement, il y a plus de lien, il y a plus de, voilà, on est juste nous. Et il y a plus cette part de dualité surtout qui nous questionne, qui nous gâche la vie, hein, concrètement. Voilà, on est plus libre d'être qui on est. Oui, donc une fois qu'on sent qu'on est arrivé à un certain niveau, entre guillemets, de guérison, il faut arriver à se détacher un peu de plein de choses, mais en sachant qu'au final, il reste un peu à l'intérieur de nous les choses positives qu'on avait avant les cookies. Exactement. Utiliser cette... Elle marche bien. Donc Elle marche trop bien. Oui, c'est ça, c'est ça. On revient vraiment à l'état originel de ce que l'on est, de ce que l'on est venu faire aussi ici, quoi. C'est plus facile de se reconnecter à ce qu'on peut dire la mission de vie, mais finalement, ça laisse place à juste agir et faire en fonction de ce que l'on est et pas en fonction de nos peurs et de nos croyances. Et on n'a plus ce regard adulte hein, sur tout ça. Et on peut être plus libre d'agir sans être retenu par qui que ce soit à l'intérieur de nous. C'est ça. Et est-ce que tu as un exemple particulier d'un peu le premier truc qui t'a marqué où tu t'es dit, bah ça, c'est cool finalement parce que je vois que j'évolue et que ça va mieux? En fait, ça a été le déclic quelque part. Après avoir libéré mon enfant intérieur, est venu d'autres choses. Le besoin d'affirmation, le besoin d'affirmation de ma féminité, de qui je suis, etc. Donc, il y a eu tout un désir de faire un travail introspectif autre que celui accroché à mon passé, à mes blessures, etc. Et en fait, il y a eu plus le besoin de révéler qui je suis, ma partie quelque part authentique. Et donc, c'est cette même dame qui m'a finalement aidée à faire ce travail-là d'affirmation de qui je suis. Et le déclic en est venu cet été, surtout par rapport à mon compte finalement Instagram, parce que c'est vraiment un très, très bel outil pour moi de travail intérieur. Et je n'osais pas du tout parler de ce compte Instagram. Ça a été vraiment mon petit jardin secret, mon petit bébé à moi. Et ce plus gros travail, ça a été de faire le pas, de révéler qui je suis au travers de la communauté, si on peut dire ça comme ça, et aussi au travers de mes proches, quoi. J'ai commencé à assumer petit à petit cette part de moi, en fait, qui est vraiment toute ma vie. Et donc, voilà.
Là, Tu ça as a pu été vraiment le t'affirmer, déclic. ouais. Exactement. Et assumer cette part de moi, quoi. Et dont j'avais peur de montrer, la peur du regard de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais Marie, elle est complètement folle. Donc, ouais, ça a été le plus beau travail et c'est ce qui a amené à de tels projets comme l'écriture du livre, là maintenant, les podcasts. Voilà, ça a vraiment fait un déclic et ça a été beaucoup plus fluide aussi dans le développement de ce compte, quoi. C'est vrai que c'est important de le dire. Après, l'importance de s'ancrer dans le présent pour voir ce que l'adulte guéri peut faire, parce qu'il y a vraiment, on est plus affirmé, on a plus confiance en nous. Quelque part, la vulnérabilité de montrer qui on est nous fait moins peur. Peut-être parce que justement, on est des adultes, donc on sait se protéger aussi face à certaines choses. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur son enfant intérieur, d'ensuite le relâcher et de voir ensuite quel adulte on est sans tous ces poids finalement inconscients qu'on a en nous. Exactement, un réel cri du cœur de se dire maintenant j'assume qui je suis et je veux voir qui je suis aussi. Et ouais, c'est hyper intéressant tout ce qui vient après, en fait, parce qu'on n'en a pas conscience de tout ça, de tout ce qu'on garde, de tout ce que on a peur. Et c'est hyper intéressant et c'est des choses auxquelles je n'avais même pas pensé, très sincèrement. C'est un peu les choses que ça apporte alors qu'on n'y avait même pas pensé. C'était limite même pas l'objectif et c'est venu. Donc ouais, tu dirais que les choses que tu en as retirées alors que tu le pensais pas vraiment, c'est vraiment confiance en soi et Et affirmation de soi et authenticité quelque part et confiance en sa personne. Et comme tu l'as si bien dit, en tant que moi adulte, je suis ma propre sécurité, je suis ma propre responsabilité et je peux me donner tout ce que j'ai pu manquer étant petite. Donc, je suis libre maintenant d'agir par moi-même et de me faire confiance. Donc, c'est chouette, c'est magique. Très sincèrement, c'est magique. Tout ce qui nous arrive ensuite et quand on regarde derrière tout le travail qui a été fait, c'est des petites victoires au quotidien sans même s'en rendre compte, quoi. Ou alors on y réfléchit plus tard et on se dit waouh, j'aurais pas réagi comme ça avant. Là, il y a vraiment de l'évolution, quoi. C'est aussi se poser et prendre le temps de se dire qu'est-ce qui a évolué dans ma vie parce que on n'y réfléchit pas trop, mais il y a des choses qui se passent, quoi. c'est vrai. Même des choses peut-être futiles, mais il y a quand même de l'évolution, quoi. On reconstruit un peu un lien sain avec nous-mêmes qui est plein d'amour, de compréhension et de confiance, de protection aussi quelque part. C'est plus facile, en fait, ensuite, quand ces parts de nous-mêmes sont libérées, c'est plus facile de se reconnecter à son cœur, à son âme, à son corps. Il y a moins de barrières du mental qui viennent nous dire, ah, mais non, mais pas du tout, là, c'est faux. C'est plus facile de s'écouter soi-même, d'écouter son cœur, le cri du cœur, là. C'est plus facile de faire confiance à cette part intérieure de nous-mêmes, quoi. Il y a moins cette dualité, donc c'est plus fluide et les choses viennent plus naturellement. Et c'est se reconnecter à cette part intuitive de nous-mêmes, quoi, que l'on a tous en nous. Donc, c'est génial, c'est trop bien. Et est-ce qu'il y a des étapes typiques, entre guillemets, après avoir guéri son enfant intérieur? Est-ce que, par exemple, ça existe, guérir son adolescent intérieur? Est-ce qu'il y a des étapes ensuite, pas recommandées, parce que c'est différent pour chaque personne, mais des choses un peu... Bah après, tu en as un peu parlé, c'est-à-dire qu'une fois que tu as guéri ton enfant intérieur, il y a des nouvelles thématiques, entre guillemets, qui sont survenues. Exactement. Pour moi, l'adolescent intérieur et l'enfant intérieur, c'est un petit peu le même travail. Parce qu'à l'adolescence, il se passe des choses dans notre vie différentes que l'enfance. Pour autant, c'est un petit peu le même travail. La conscientisation, tout ça. Donc, c'est un petit peu le même schéma. C'est un petit peu le même schéma de conscientisation avec qui que ce soit, avec soi-même ou avec un professionnel. Conscientisation, libération et tout un travail au final autour de ça, de pardon quelque part de ce qui nous a pu causer ces blessures, quoi.
un pardon et ensuite on passe aux choses suivantes, quoi. C'est vrai que la guérison, il y a quelque chose de vachement comme s'il y avait des étapes. C'est ce que j'ai senti aussi dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai été grattée un peu par rapport à un sujet et que je me suis vraiment concentrée sur ma guérison par rapport à certains sujets, au final, quand ça allait mieux, il y avait des nouvelles choses qui survenaient et ensuite je me concentrais sur ces choses et ensuite ça allait toujours plus profondément dans la guérison et dans l'authenticité du coup de qui je suis et du coup tu as l'air de dire que pour toi c'est un peu comme ça que tu le vois aussi. C'est ça. C'est, je vais prendre la métaphore de la personne qui m'accompagne, de cette belle personne, et qui dit toujours, en fait, chaque personne est un oignon. Et chaque travail sur soi fait que on enlève une petite partie de l'oignon et jusqu'à, au fur et à mesure, retrouver le cœur, quoi. Et donc, je trouve que c'est une magnifique métaphore pour comprendre tout ce travail de guérison, quoi, parce que au fur et à mesure qu'on enlève des choses, on découvre des nouvelles choses, et donc faut travailler sur ça et jusqu'à revenir à l'état originel de la feuille blanche, voilà. On y revient. Et c'est pour ça que finalement c'est le travail d'une vie parce que limite on se rend pas compte à quel point il y a des couches en fait. Euh, et du coup, c'est pour ça. Mais après, c'est ce que tu dis. Une fois qu'on a compris un peu comment fonctionner, ce qui fonctionne pour nous, et ben, on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs étapes de notre vie. Donc vraiment, rester curieux par rapport à ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, même si c'est plus spécifiquement lié à l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans notre vie tout simplement pour avancer, aller de mieux en mieux et être de plus en plus épanoui quelque part. C'est ça. En fait, c'est après la conscientisation vient l'expérimentation. Et donc là, c'est le travail presque plus difficile que conscientiser vraiment la source et l'origine de nos blessures. Parce que l'expérimentation que la vie va nous amener à vivre va venir confirmer ou non si on a vraiment compris, si on a vraiment fait ce travail sur soi, ça va vraiment venir valider ou non si on a conscientisé quelque chose, si on l'a compris, si on l'a accepté, etc. Donc c'est pour ça que c'est un travail de toute une vie, parce que la vie fera toujours en sorte de nous faire revivre des choses plus ou moins difficiles pour voir si oui ou non ça a été validé, quoi. C'est un peu la vie, c'est un peu notre évaluation, quoi. C'est un test constant. Ah ouais, c'est un test constant, donc c'est ça qui est compliqué. C'est dans tous les cas, ce serait trop facile de dire que non, j'ai fait 10 ans de travail sur moi, ça y est, c'est fini, j'aurai plus jamais à revivre ça. Là, ce serait vraiment du déni de se dire ça, parce que on travaille tous les jours sur soi, on en apprend tous les jours sur soi, on expérimente tous les jours, et c'est ça quelque part qui est beau, quoi, parce que sinon, ce serait trop facile et il y aurait pas d'intérêt à être ici. Donc, je pense que moi aussi, la première, j'aurais du travail à faire sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec justement les outils que l'on peut avoir ou le travail qu'on va faire sur soi, ça sera de plus en plus facile de vivre les expérimentations tests, entre guillemets, de la vie, quoi. Et c'est ça qui est beau parce que on a une certaine forme de confiance après qui fait que c'est OK. Et chaque expérience de vie plus ou moins douloureuse, on sait que c'est là pour nous apprendre des choses. Donc, ça permet aussi de lâcher prise sur ce qui peut nous arriver et les vivre plus facilement, quoi. Et le gérer plus facilement. Comment tu dirais qu'est ta relation avec ton enfant intérieur aujourd'hui? Alors, justement, quand j'ai fait le travail de libérer mon enfant intérieur, il s'en est allé. Donc, Donc, il n'y a plus d'enfant intérieur, à plus. Il y a toujours cette part enfantine parce que je pense qu'en tant qu'adulte, c'est important d'être toujours aussi de grands enfants. Donc, il y a juste la petite Marie joyeuse qui fait des spectacles, qui croque la vie à plein dents concrètement. Mais je ressens plus cette part en moi qui est toute recroquevillée, qui est triste et qui est seule. Il n'y a plus cette dualité. Donc, en soi, ma relation, elle est apaisée quelque part.
étant donné qu'elle n'est plus là et qu'elle est sur d'autres plans, entre guillemets. Donc là, on a vraiment parlé de comment on fait le travail avec nous-mêmes, etc. Mais maintenant, on va parler un peu plus de l'entourage, quelque part. Parce que parfois, c'est causé par les personnes qui sont autour de nous, certains traumatismes. Et donc, je veux parler avec toi un peu de tout ce qui est pardonné ou même comment aider des personnes qui sont peut-être en train de passer par ce processus de guérison. Déjà, première question, il y a des traumatismes intergénérationnels. Donc, c'est les traumatismes, pour expliquer un petit peu peut-être aux personnes qui ne savent pas, c'est cette notion de traumatisme qu'on passe de génération en génération. Et c'est-à-dire que même si on n'a pas vécu directement la source de ce traumatisme, on nous la passe par l'éducation, les pensées limitantes, etc. Et donc ça crée des traumatismes qu'on passe de génération en génération. Est-ce que, de ton point de vue, faire ce travail de guérir son enfant intérieur, ça peut contribuer à soigner des traumatismes intergénérationnels? Alors, ma réponse est toute simple, non. C'est pour ça justement que quand on fait ce travail d'enfant intérieur, de libération, de guérison, on se rend compte que y a d'autres choses qui nous limitent dans la vie. Et donc c'est là où on va voir aussi cette thématique de transgénérationnelle qui nous limitent et qui font qu'on doit faire un travail aussi de ce côté-là, mais qui est totalement différent de l'enfant intérieur pour le coup. Actuellement, c'est typiquement la problématique actuelle de ma vie où je me dis là, il y a quelque chose à faire et je comprends pas pourquoi il y a ça. Et du coup, j'en ai justement récemment parlé hier avec mon père de lui dire mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille qui ne va pas de ce côté-là? Et j'ai l'impression qu'on vit tous la même chose plus ou moins. Et là, c'est quelque chose qui appartient vraiment à l'histoire de la famille et tout ce qui se transmet. Donc là, il y a vraiment un travail spécifique à faire de ce côté-là. Donc c'est totalement différent de l'enfant intérieur pour le coup. L'enfant intérieur, c'est vraiment le travail de soi à soi, de ce qu'on a vraiment à venir à accomplir et à comprendre pour venir toucher à l'authenticité de nous-mêmes. Et transgénérationnel, là, pour le coup, c'est quelque chose de plus général, comme aussi les cultures. La culture d'un pays, etc. Ça va nous amener aussi des croyances, des peurs, etc. qui sont importantes à venir travailler, comme les vies antérieures. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est pour ça que la couche de l'oignon, enfin les couches plutôt de l'oignon sont vraiment denses parce qu'il y a vraiment plusieurs thématiques à venir travailler. Donc voilà, c'est différent ouais, de l'enfant intérieur. C'est différent. L'enfant intérieur, c'est vraiment avec nous-mêmes et alors que l'autre, c'est vraiment familial, c'est quelque chose c'est ça. Qui va toucher plus de personnes. Mm-hmm. Mais du coup, parce que pour libérer son enfant intérieur, d'abord, je pense qu'il est important de pardonner oui. Aux personnes qui nous entourent, même à nous-mêmes, nous pardonner de certaines choses. Est-ce que tu as un peu, j'allais dire, des tips pour arriver à pardonner, pour arriver... quel type de pensée, toi, t'as instauré pour arriver à pardonner et avancer dans le pardon, finalement, et l'acceptation de ce qui s'est passé? Alors ça, c'est propre à chacun aussi. Pour chacun, c'est un peu plus difficile de pardonner. Déjà, un peu revoir la notion de ce qu'est pardonner. Parce que dans la croyance peut-être générale, pardonner, c'est valider ce que l'autre a fait ou nous a fait ou ce que nous avons fait à l'autre. Pardonner ne veut pas dire que l'on est d'accord avec ce qui nous est arrivé, c'est simplement se libérer, encore une fois, on en revient à cette notion, se libérer de ce qui nous est arrivé et que ça ne nous touche plus au quotidien. Donc vraiment faire un travail de pardon, c'est faire un travail de libération. Comment le faire plus facilement? Pour moi, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre la personne. Qu'est-ce qui a fait dans sa vie qu'elle en est arrivée là? Parce que chacun gère avec ses blessures, ses peurs, ses croyances, etc., ses traumas, ce qui l'amène parfois à faire des réactions, à agir d'une certaine façon. Dont nous, avec nos petits yeux de personnes blessées, on ne comprend pas comment la personne en est arrivée là, mais cette personne a aussi son histoire. Et comprendre ça, peut-être, peut nous aider, pour ma part en tout cas, m'a aidé à pardonner et à comprendre et à accepter aussi, quelque part. Donc ça m'a beaucoup aidé.
et aussi de voir tout ce que toutes ces situations qui m'ont blessée m'ont apporté aussi au quotidien et ont fait de moi la personne que je suis. Et donc, tout ce travail-là d'acceptation, de conscientisation, personnellement, moi, ça m'a aidé à pardonner. Alors après, pardonner, c'est un vaste mot. On n'est pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire bon ben je te pardonne, hein. Ça peut se faire au travers pardon de l'écriture, ça peut se faire au travail d'un travail énergétique avec un psychologue, de soi à soi. Voilà, c'est juste se libérer de cette attache qui nous retient encore une fois vers le passé pour ne plus que ça nous impacte au quotidien dans l'instant présent, quoi. C'est Voilà, vrai c'est qu'on tout a un processus, hein. C'est vrai qu'on a cette idée du pardon comme quelque chose, ouais, comme tu as dit, qu'on va aller voir limite la personne pour lui dire je te pardonne et on reprend tout à zéro ou on reprend alors que c'est pas vraiment ça finalement le pardon. C'est comme tu as dit, plus une libération et une acceptation des situations aussi pour pouvoir avancer quelque part et pas rester bloqué avec de la rancœur face à des situations, des personnes. Et est-ce que tu as un peu des tips aussi pour accompagner quelqu'un qui est justement dans le processus de guérison? En tant que personne, en tant que, par exemple, coach, thérapeute ou juste en tant qu'amie qui essaie d'aider une personne qui est... Ouais, je disais plutôt en termes d'amis, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui vit peut-être des choses difficiles et qui est en plein processus de guérison? Comment est-ce que nous, on peut aider et être le plus positif pour cette D'accord. personne? Je pense que c'est déjà la présence, montrer à la personne qu'on est là pour l'écouter. Et écouter, c'est quelque chose, je pense, que dont on manque cruellement, d'être écouté, d'être entendu. Je vous conseille de poser des questions à la personne en lui demandant ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit là actuellement, qu'est-ce que ça lui fait en elle, comment est-ce qu'elle le vit, est-ce que c'est difficile ou pas, et vraiment lui donner l'opportunité d'exprimer et d'extérioriser aussi, parce que c'est compliqué aussi. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire un travail avec quelqu'un, que ce soit un ami ou un pro ou qui que ce soit. C'est d'avoir aussi cet espace de libération et de parole autre qu'une parole intérieure. Et c'est important aussi d'avoir le regard de l'autre, l'écoute de l'autre. Donc, oui, mon principal conseil, c'est d'être à l'écoute et de faire en sorte que l'autre puisse s'exprimer. Et si l'autre a du mal à s'exprimer, simplement montrer que on est là et quoi qu'il en soit, on sera toujours une écoute active et que si la personne a besoin, on sera toujours présent pour l'écouter. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup Marie. Avec plaisir. Du coup, tu publies un livre qui sera déjà sorti le 31 janvier aux éditions Flammarion, c'est ça? Exactement. Bah, Ça du y est. coup, parlons un peu de ton livre. Qu'est-ce qu'on pourra trouver dedans? Quel était le but? Oui. Alors, le livre, ça s'appelle Mon Shadow Light Journal. Donc, shadow pour ombre et light pour lumière. Donc, c'est un livre, mais au-delà d'un livre, c'est surtout un outil de travail introspectif. Parce que tout au long de ce livre, ça va vous permettre de gratouiller vos petites parts d'ombre, aller à l'origine de votre feuille toute gribouillée pour vraiment vous questionner et vous reconnecter à votre part d'enfant intérieur. Et donc, il y a tout un processus tout au long de ce livre en 3 parties. Donc, la première, ça va être beaucoup de questions introspectives par rapport à votre enfance, par rapport à votre part de moi adulte, qu'est-ce que vous ressentez, etc. La deuxième partie, ça va être tout un processus pour reconnecter réellement à votre enfant intérieur au travers de méditation ou d'écriture intuitive. Voilà, deux exercices selon les sensibilités de chacun. Et donc, la troisième partie, ça sera l'apaisement et un petit peu la guérison et la libération de cet enfant intérieur au travers justement de l'être de pardon, de l'être de guérison, de l'être de gratitude aussi, parce que c'est hyper essentiel de remercier
d'être dans la gratitude de la vie, dans cette part aussi d'enfant intérieur qui nous a accompagnés et qui a été toujours présent pour nous sécuriser. Donc voilà, c'est tout un processus, ce petit livre, et j'espère qu'il aidera beaucoup de personnes à prendre conscience de certaines choses ou du moins à reconnecter avec leur enfant intérieur pour faire vraiment un travail de libération ou prendre conscience que là, il y a vraiment quelque chose à faire et qu'ils ont vraiment peut-être besoin d'aide au travers d'une personne externe ou d'en discuter avec leurs amis. Voilà, c'est vraiment un outil de conscientisation et j'espère que ça aidera beaucoup de personnes. J'espère. Bah, je suis sûre que oui. En tout cas, c'est vraiment un outil Exactement. d'accompagnement. Tout ce dont on vient de parler, bah, finalement, c'est dans ton livre pour vraiment que les personnes se sentent accompagnées et sachent un peu vers où aller, comment commencer avec des vrais exercices. Une manière finalement de creuser quand on n'y est pas habitué. Bah, ça peut être une bonne solution pour commencer un peu le travail finalement. Exactement. Je l'ai un peu écrit comme si... moi aussi, j'aurais peut-être aimé avoir ce livre, quoi, pour reconnecter à mon enfant intérieur parce que j'ai longuement cherché pour avoir plus d'informations sur tout ça et du coup, j'ai dû un peu construire ma propre vision de ce qu'est l'enfant intérieur, de comment aller vers la guérison. Donc, je l'ai un peu écrit dans ce sens-là. Tous les outils qui m'ont aidé, tout ce que j'ai pu partager sur mon compte Instagram, tout ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie, c'est un peu dans ce petit livre, quoi. Tu l'as regroupé finalement dans le livre. Et du coup, on pourra se le procurer en librairie ou sur Amazon, sur Cultura ou la Fnac en ligne. Je mettrai le lien, en tout cas, dans la barre d'infos du podcast. Et sinon, on peut te retrouver aussi sur Instagram, Guérir son enfant intérieur. C'est ça. Et sur TikTok aussi, je me suis lancée cet été. Donc Sur TikTok, parfait. Mais du coup, ouais, vraiment sur tes réseaux où tu parles, pareil, de ce qu'on vient de parler un petit peu. Exactement. Sur Instagram, ça va être beaucoup de conseils, de choses comme ça. Et sur TikTok, ça va être un peu des vidéos de conférences que je peux voir et des parties intéressantes à partager ou des conseils que je peux donner vraiment face caméra. Ou des petites images sympathiques que je trouve. Voilà, j'essaie un peu de différencier les contenus pour avoir plusieurs types d'informations. Voilà. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant et merci de faire ce que tu fais. Et je vais aller voir le livre aussi, je vais aller checker ça. Et voilà. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté. Merci de m'avoir invitée, c'était trop chouette. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur Instagram, The Softy Club, à vous abonner à la chaîne si vous écoutez l'épisode via YouTube et à mettre un petit like. Et si vous l'écoutez via Spotify, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et vous abonner. J'espère que cet épisode vous aura aidé et vous aura donné un peu les bases pour commencer un travail sur votre enfant intérieur. Et surtout, je voulais vous encourager à aller voir d'autres informations. Il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de livres, il y a plein de podcasts qui parlent de ça. Et je vous invite vraiment à creuser pour avoir vraiment les bénéfices que ce travail de guérison peut donner. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté l'épisode et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Gros bisous!